C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canal M. Défilé de la fierté annulé à Montréal. On sait ce qui s'est passé, ou à peu près. Ça fait 30 ans, juste 30 ans, pas tant que ça finalement, qu'il est interdit de discriminer contre les personnes de LGBTQIA+, dans les forces canadiennes et dans la fonction publique. On avait appelé ça la purge. 30 ans plus tard, qu'en est-il? Et à notre première chronique, Elle, comme dans Lire, Racine secondaire de Vincent Fortier et Que notre joie demeure de Kevin Lambert. Et à la chronique en toute fluidité, le consentement. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, où le consentement est toujours vérifié, revérifié et contre-vérifié. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin-Chabot. Salut tout le monde! Il se passe beaucoup de choses dans nos actualités de LGBTQIA+. D'abord, on a un nouveau gouvernement au Québec. Pas si nouveau que ça, puisque la Coalition Avenir Québec a été réélue le 3 octobre. On n'en a pas parlé la semaine dernière parce que, vous l'avez deviné, c'était Journée de l'Action de grâce, donc l'émission était préenregistrée. Puis finalement, on a décidé qu'on va attendre la nomination du Conseil des ministres de François Legault pour faire un peu cette analyse-là. Mais il s'est passé beaucoup de choses, dont la publication du rapport de Philippe Schnob sur l'annulation surprenante du défilé de la fierté le 7 août dernier. Je vais vous faire un peu le bilan de tout ça. D'abord, je vous rappelle que le 7 août au matin, alors que nous nous préparions tout le monde à fouler le boulevard René-Lévesque dans le cadre du premier défilé de la fierté depuis la pandémie, on nous annonce aux infos, j'étais branché sur une autre station de radio, Radio-Canada, à peu près à 8h41, à quelques heures seulement du coup d'envoi, qui s'était annulé. Et puis là, on est allé avec toutes sortes de conjectures, dont je vous fais grâce tout le monde. Puis on a appris quelques jours plus tard qu'il manquait d'employés, de bénévoles, colère, déception, je reprends les mots utilisés par Philippe Schnob, résignation et mobilisation. Fierté Montréal et son administration ont été sévèrement critiqués. La mairesse Valérie Plante était contrariée. Bref, Fierté Montréal mandate Philippe Schnob pour faire la lumière sur ce qui s'est passé, sur la gouvernance, sur le processus décisionnel de l'organisme et sur l'impact de cette affaire sur l'organisme. Je vous rappelle, Philippe Schnob, c'est l'ex-président de la Société de transport de Montréal, mais il a aussi été journaliste à Radio-Canada. Bonsoir, bonjour Philippe. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. D'abord, Philippe, je vais le dire à tout le monde, nous, on se connaît de longue date. On a travaillé ensemble à Radio-Canada en Alberta. En 86. Hey, on n'est pas jeunes, hein? On était jeunes à l'époque. Oui. Alors, vous êtes resté mince. Moi, j'ai pris un peu de rondeur. Ah, là, on peut se tutoyer. Non, ça te fait bien, Philippe. On peut se tutoyer? OK. Oui. Allons-y. D'ailleurs, je vais vous dire que je vous dis ça parce souci de transparence, puis pour vous promettre que nous n'allons pas faire une entrevue complaisante. Ne vous en faites pas avec ça. Alors, Philippe, je pose toujours la question à tout le monde quand je commence l'entrevue. Quel pronom et quel accord tu utilises? Moi, il. Et les accords masculins. Oui. D'abord, je pense que je vais commencer sur le plan personnel. On va retourner à ce fameux matin du 7 août. T'es chez toi, ça va au chalet, je sais pas où t'étais. Non, j'étais à Montréal, je me préparais moi aussi à venir au défilé. Comment t'as appris ça? C'est un ami qui est journaliste qui m'appelle, qui dit le défilé est annulé. Je dis voyons, le défilé est annulé. Ça se peut pas. Il dit oui, ils viennent de le dire à la radio. Je dis voyons, ça se peut pas. Et là, quelques minutes plus tard, il y a des alertes médias qui disent le défilé est annulé. Puis là, je dis, voyons, donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je croyais que c'était à cause de la météo. Je dis, il annonçait quand même... Des gros orages. J'étais allé à la journée communautaire la veille, puis, vous vous rappelez, il faisait très, très chaud. Puis je me dis, c'est peut-être à cause de ça, mais visiblement, c'était pas ça. Et plus tard, je vois à la télé, à RDI, la mairesse qui est quand même en colère. Elle n'est pas là pour parler de ça, elle est là pour parler de la police, mais évidemment, il y a des questions qui sont posées. Et là, j'ai envoyé un texto, j'ai dit, oui, moi aussi, je suis sans dessus. J'ai dit, si jamais tu penses que je peux donner un coup de main pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ah, elle a dit, bonne idée. Et là, on a fait des liens avec Fierté Montréal. C'est comme ça, finalement, c'est Fierté Montréal qui m'a mandaté, mais j'avais quand même lancé l'idée à la mairesse qu'on fasse cet exercice-là, c'est d'essayer d'aller au fond des choses. Bon, justement. Donc, tu as été mandaté pour faire ce travail-là. Puis j'ai lu le rapport. Alors, je vais vous le dire à tout le monde, je lis les rapports avant d'aller en entrevue. Il est en ligne. Puis moi, je l'avais reçu aussi par courriel.
Qu'est-ce qui s'est passé? À qui la faute? Ça, c'est la question qu'on pose tout le temps. À qui la faute? Ça, j'ai vu dans les commentaires, les gens souhaitaient que peut-être qu'on chasse quelqu'un de la ville dans le goudron et les plumes. Et j'ai fait très, très, très sérieusement l'exercice à essayer de me dire, bon, est-ce que je peux pointer du doigt une personne? Ça semble facile, on dit, il y a sûrement quelqu'un qui est responsable. Et après des centaines d'heures d'entrevues, là, sérieusement, après l'examen de messages textes, de courriels, de messages téléphoniques, de conversations téléphoniques, minute par minute, j'ai fait une analyse minute par minute de ce qui s'est passé là, entre à peu près 8h moins quart et 8h30. Et pour pouvoir corroborer des choses, en disant, si un tel est censé avoir dit quelque chose, comment ça se fait qu'il ne dit pas la même chose à tous ceux à qui il parle dans les 10 minutes qui suivent? Donc, ça se peut que ce soit la personne initialement qui ait mal compris ce qu'on lui a dit. Parce que c'est ça, finalement, ma conclusion. Il y a un quiproquo. À 8h03, il y a des gens qui se parlent et puis quelqu'un pense avoir compris que le défilé est annulé et à ce moment-là prend des décisions et des initiatives en appelant notamment les responsables de la sécurité et le SPVM en disant mais c'est annulé et le SPVM n'a pas à valider ça, là, prend ça pour ce que c'est et ça entraîne la démobilisation de la police et tout. Donc initialement, à 8h moins quart, la personne qui s'occupe du défilé est au centre Sheraton en train de préparer tout ça. Les gens arrivent tranquillement et là, il semble qu'il manque des agents d'accueil. Parce que pour assurer la sécurité du défilé, ça prend 200 personnes. Ça, c'est... Puis, quand j'ai vu le fichier, c'est très, très, très documenté. Là. On ne peut pas dire que c'est fait à la légère. Le besoin de personnel pour chaque coin de rue est spécifié. Donc, au bout du fichier, ça prend 96 agents d'accueil et 104 bénévoles. Et là, ce matin-là, il se rend compte que les 96 agents d'accueil ne sont pas arrivés. Et là, appelle la personne responsable d'embauche. Je dis, comment c'est, à quelle heure ils doivent arriver? Puis il dit, j'ai pas embauché d'agent d'accueil. Moi, personne ne m'a demandé d'embaucher d'agent d'accueil. Et là, on se rend compte qu'il manque la moitié des gens dont on a besoin pour assurer la sécurité du défilé. Ils ne viendront pas, là, ils ne sont pas en retard. Ils ne viendront pas du tout, on ne les a pas embauchés. Mais c'est là où la question se pose. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais bien croire qu'il y a un quiproquo, mais... Parce que quelque part, ça n'a pas de bon sens. Comment ça se fait qu'il n'y a pas personne qui a dit ça? Il y a deux éléments. Il y a l'élément du 7 août, où il y a un quiproquo qui entraîne une série d'actions. On y reviendra. Mais donc, je me suis demandé aussi, comment ça fait qu'on a oublié d'embaucher? Et là, je me rends compte que dans l'équipe, il y a eu beaucoup de départs pendant l'été. La personne attitrée à l'organisation du défilé a quitté l'organisation à la fin juin. À la fin juillet, la personne responsable des bénévoles est partie et en congé de maladie et n'est pas revenue à temps. Donc, il y a eu une personne qui a assumé tout ça et visiblement, dans l'ensemble des décisions à prendre, on était très préoccupés aussi. Il faut se rappeler, là, le festival avait lieu au Parc olympique. Oui. Donc, il y avait beaucoup d'énergie puis tout le stress était mis sur l'organisation au Parc olympique alors que le défilé... Alors, c'était quoi, des années que ça existe, puis ça va bien, il n'y a jamais eu de problème. Donc, on prenait pour acquis que tout allait tomber en place, mais c'est qu'on a oublié de recruter parce que ces gens-là étaient bénévoles aussi. Puis il y avait une confusion encore. Les gens pensaient qu'ils étaient rémunérés, d'autres pensaient qu'ils étaient payés, qu'ils étaient bénévoles. Donc, il y a tout ça qui est tombé dans une craque et personne ne s'en est rendu compte. C'est bête comme ça. Personne ne s'en est rendu compte avant 8h moins quart le dimanche matin. Fait que là, Philippe, tu ne mets pas la faute sur personne, mais là, on sait qu'il y a des gens dans nos communautés, bien, sur une personne en particulier, il y a des gens dans la communauté qui aimeraient bien voir qu'il y a une tête tombée, en l'occurrence, celle du directeur général, parce qu'on dit qu'il aurait dû savoir, il aurait dû faire les choses. Est-ce que ça peut aller là? Bien, là, c'est le conseil d'administration qui va prendre cette décision. Mais moi, dans tout ce que j'ai vu dans l'organisation, je me suis intéressé à comment c'était encadré, comment le travail de tout le monde était encadré. Est-ce que le directeur général encadrait bien le travail de son équipe? Et ma conclusion, c'est on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir encadré. Il y a une personne qui a oublié d'embaucher les gens, mais il n'y avait aucun mécanisme pour s'en rendre compte. Pourquoi? Ben, c'est ça qu'il faut corriger dans mes recommandations. Ouais. Je dis notamment, ben, c'est si important d'avoir 200 personnes pour assurer la sécurité du défilé, ben, embauchez-les. Fiez-vous pas à des bénévoles qui viendront peut-être pas. Embauchez-les, c'est la première chose à faire. Ensuite, ayez un processus pour vous assurer que toutes les ressources humaines dont vous avez besoin sont recrutées. Alors, est-ce qu'il y a des gens dans la chaîne de décision qui ont mal fait leur travail? Ça, il y a des gens, effectivement, qui l'ont mal fait. Puis là, la direction générale puis le conseil d'administration prendront des décisions de ce côté-là. Il y a d'autres choses, moi, qui m'inquiètent, parce que le temps passe là pour cette entrevue, mais il y a d'autres choses qui m'inquiètent que j'ai trouvées quand même dans ce rapport. Pas de plan d'urgence,
problème de gouvernance, problème de transparence. Là, il y a vraiment du ménage à faire. Oui, et ils sont tous très ouverts. Je dois dire que l'équipe de Fierté Montréal, les employés ont été très collaborateurs. Là. On a échangé pendant des heures, puis ils ont, tout le monde, même les gens qui avaient peut-être quelque chose à se reprocher, là, ont été très, 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 très collaborateurs, sachant même en me disant des fois, oui, je sais que ça m'aide pas ce que je te dis, mais je te le dis quand même. Donc ça, j'ai pas eu de problème de ce côté-là. Côté gouvernant, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait du travail à faire de ce côté-là. J'ai été étonné de voir que le conseil d'administration est élu par une assemblée générale constituée du membership où il y a moins de 20 personnes. Et là, je me dis, est-ce qu'en 2022, on doit toujours avoir la même structure de gouvernance qu'on avait en 2007 quand ça a été fondé avec un budget de 140 000 $? Là, c'est un budget de 6 millions. C'est un des 10 événements les plus importants de l'été à Montréal. Je pense qu'il faut avoir une gouvernance un peu mieux structurée, avec davantage de gens dans le membership pour avoir un conseil d'administration où on est capable d'avoir des personnes, puis je dis pas que les personnes qui sont là sont pas compétentes, là, mais des gens qui ont vraiment les compétences pour encadrer l'organisation d'un événement aussi important. Il me reste une minute, mais j'aimerais vraiment qu'on parle de la réputation de Fierté Montréal. C'est clair qu'elle a été entachée, veut pas, c'est la situation. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là, qu'à un moment donné, ça ne sera plus Fierté Montréal, la grosse fierté, ça va être Toronto, comme on l'a vu avec le Festival des films, peut-être? Moi, je me suis assuré auprès des principaux partenaires, tant publics que privés que communautaires, que tout le monde acceptait l'idée que ça avait été une erreur, que ça avait... C'est déplorable, mais faut pas que ça recommence. Faut pas que ça recommence, puis c'est sûr que ça recommencera pas. Et je pense qu'il y a beaucoup d'organisations aussi qui vont lire ce rapport-là, qui vont dire « Oh mon Dieu, ça aurait pu nous arriver à nous aussi. » Et pas juste des petites organisations, des grosses aussi. Et ça va s'inciter tout le monde à s'assurer que toutes les cases sont remplies là, quand on organise un événement du genre. Philippe Schnopp, c'est un plaisir d'avoir cet entretien avec toi. C'était Philippe Schnopp, donc, qui a enquêté sur l'annulation du défilé de Fierté Montréal. Nous, de notre côté, on va en musique avec Claude Lantrope et sa chanson « Le Malagnou », premier extrait de son prochain album à venir cet hiver.
Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Une histoire affligeante pour nos communautés. Depuis les années 50 jusqu'en 1992, 9000 personnes de nos communautés de LGBTQIA+, ont été espionnées, soumises à des interrogatoires horribles, maltraitées, traumatisées. Que ce soit dans les forces canadiennes, la Gendarmerie royale du Canada ou la fonction publique, elles ont été l'objet de harcèlement, de discrimination quand elles n'ont pas été carrément mises à la porte dans le déshonneur. En 1992, quand une contestation judiciaire menée par Sven Robinson et Michelle Douglas, Mme Douglas qui était une officière militaire, ça a été gagné et ça a forcé le gouvernement à changer les choses. Plusieurs personnes ayant vécu de la discrimination ont par la suite lancé un recours collectif pour obtenir des excuses et réparations de la part du fédéral, ce qu'elles ont obtenu en 2017. Et parmi ces personnes, oui, il y avait Mme Douglas, mais il y avait aussi Martine Roy. Martine Roy, elle a une histoire elle aussi. Elle a été congédiée à l'âge de 20 ans des forces canadiennes. Et là, ça m'arrivera pas souvent de le dire, là. Notez-le, je vais hâter quelqu'un avant qu'elle le fasse elle-même, mais c'est public, parce qu'elle était lesbienne. Bienvenue à l'émission, Martine. Oui, bonsoir. Alors, Martine, on utilise quel pronom et quel accord? Elle. Elle est féminin. Oui. D'abord, je pense qu'on va aller... J'aimerais ça qu'on aille un peu au personnel. C'est important pour toi, à cette époque-là, d'être dans les forces, d'être militaire? Oui, c'était important. C'était encore drôle à dire. Là. J'étais jeune, je me cherchais. C'était un peu l'influence de mon père. Tu sais, c'était la GRC, l'armée ou Katimavik. J'avais essayé Katimavik, j'avais pas aimé. Ça, j'étais allée dans l'armée. Et finalement, quand tu joins, mais tu mets tellement d'énergie, puis tu sais, de l'énergie autant physique que psychologique, que quand t'embarques. Puis là, ça devient vraiment, mais tu veux faire carrière, là. Et mais faire carrière dans les forces à cette époque-là, quand on est une personne lesbienne, comment ça se passait? Mais c'est ça qui est un peu fou, c'est drôle, hein? En plus, je sortais avec Suzanne Gérard à ce moment-là, celle qui a parti de diversité. Que je connais bien, oui. Et elle m'avait dit, va pas là, mais j'avais pas écouté vraiment. Et moi, il avait dit, fallait pas que tu sois toxicomane, communiste ou homosexuel, mais on aurait dit que l'homosexuel, il a pas accroché. Okay. Je me suis dit, c'était pas important, ça se peut pas qu'ils vont aller venir voir qu'est-ce qu'on fait dans nos chambres à coucher. Et j'avais tort, vraiment parce que tort. Ça a été dur pour toi. T'as été arrêté plus d'une fois, là. Oui, j'ai été arrêté 2 fois avec des interrogatoires, vraiment comme dans un film, là, qui durait à peu près 5 heures. Puis après ça a été un psychiatre. Et tout le long, tu sais pas vraiment qu'est-ce qui va arriver. Moi, il m'avait dit, si t'es honnête, on va te garder. Alors, j'avais été honnête. J'avais dit, je sais pas. J'étais un peu confuse, mais je vous promets, je le ferai plus. Tu sais, j'étais vraiment dans... Oh my God. J'étais prête à... Là, on parle de 1984. Ça fait pas si longtemps que ça, là. Non. Puis tu vois, il y avait la Charte des droits et libertés ici au Québec. Hein? Alors, moi, étant une Québécoise, mais peut-être que je pensais que j'étais protégée par ça, mais tu l'es pas parce qu'elle était pas au Canada encore, la Charte, à ce moment-là. Tout à fait. Puis il y a des choses. Là, t'étais pas toute seule. On parle de 9000 personnes, pas tous dans les forces, mais dans la fonction publique, etc. Puis il y avait vraiment, là, de la GRC avait une machine qui s'appelait le Fruit Machine, la machine à fruits. On n'a pas le temps d'aller, mais c'était pour détecter les personnes de nos communautés. Finalement, Sven Robinson puis Michelle Douglas, qui était une militaire, une officière à l'époque, ont décidé de poursuivre le gouvernement et ça s'est arrêté là. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné parce que tu vois, comme une exécutive, tu sais, être officier, c'est comme être exécutif. Puis justement, c'était un bon moment, là, la charte rentrait en place au fédéral. C'était comme, tu sais, il y avait un mouvement qui se passait. Alors, c'était un bon moment pour justement dire, OK, il faut enlever cette politique-là qui était vraiment, ça tenait pas debout. C'était par rapport à être les communistes, comme quoi on pourrait être pris comme espions. On pourrait être arrêtés puis ils nous auraient fait parler par notre homosexualité, ce qui a vraiment pas rapport. Aucun sens. Aucun sens. Il n'y a jamais eu d'espion homosexuel qui s'est fait prendre non plus. Tout à fait. Alors, il faut quand même le dire, tu es quand même sorti de ça, tu as réussi à faire une carrière brillante. D'ailleurs, je peux le dire, présentement, tu es la directrice régionale développement des affaires de LGBTQ+, de la Banque TD. C'est quand même pas rien. Tu as quand même mené une carrière brillante, mais cela dit, en 2014, on t'approche. Il y a des gens qui t'approchent et disent peut-être qu'on devrait aller chercher un recours collectif, une réparation de la part du gouvernement. Comment t'as embarqué dans tout ça, toi? Mais c'est ça. Au début, il disait on devrait aller après des excuses. Puis là, j'étais là, il n'y a pas personne. Mais en plus, on était dans l'ère Harper. Désolé. Donc, il n'y avait pas aucun fonds qui venait du fédéral ou rien. Alors, j'avais de la misère à croire que le gouvernement était pour s'excuser.
c'est seulement en 2016, quand là, justement, Justin Trudeau rentre au pouvoir, Égal, qui est un regroupement assez fort, là, qui aide, il avait monté tout un groupe d'avocats de partout au Canada. Tu sais, autant par rapport à la communauté trans et tout ça, puis ils ont monté 84 recommandations. C'est quand même un travail énorme. Et c'est eux qui nous ont demandé de rentrer, on demande des excuses à l'intérieur de ça. Alors, c'était pas le recours collectif, c'était vraiment une recommandation. Ça s'est transformé en recours collectif parce que ils nous ont pas répondu. C'est parce qu'ils n'ont pas rien fait avec... Tu donnes des recommandations, c'est un plateau d'argent. Ouais. Au mois de juillet, en décembre, quand on a vu qu'ils ne nous répondaient pas, on a décidé de faire un recours collectif. Et là, ça vous l'avez gagné, ce recours-là? Oui, on l'a gagné en règlement. En règlement, oui. Parce que je pense que ça s'est réglé hors cours, c'est ça? Hein? Exactement, en 11 mois, ce qui est un temps record. Tout à fait. Il y a eu des excuses, on s'en rappelle. Justin Trudeau s'est excusé. Puis il y a eu de l'argent, c'est quand même pas rien, 145 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Je vais juste souligner quand même que pour beaucoup de personnes, c'était trop tard. Parce qu'on parle des gens qui ont vécu des choses atroces, je l'ai dit, c'est horrible, puis on va le dire, les vraies choses, c'était atroce pour nos communautés. Ces gens-là, malheureusement, n'étaient plus en vie pour voir finalement qu'on a reconnu leur souffrance. Alors, comment vous fonctionnez avec ce 145 millions-là? Oui, c'est ça. Puis quand tu parles de la communauté de LGBTQ, là, tu peux mettre les alliés là-dedans parce qu'il y allait même après une femme qui jouait à la balle molle puis qui se pensait qu'elle était une lesbienne. Alors, c'était vraiment, tu sais... C'était vraiment un portrait, puis aujourd'hui, on peut penser aussi qu'il y avait beaucoup de sexisme là-dedans, qu'on voulait pas les femmes dans l'armée. Puis ça, je m'en rappelle, on les voulait pas. C'est pour ça qu'il y en a toujours eu moins. Alors, c'était comme une occasion de se servir de quelque chose pour faire ça. Ah oui, ça l'a brimé beaucoup de vies. Il y a des gens qui sont suicidés, il y a des gens qui ont tout perdu, il y en a qui sont sortis de là. Ils avaient tout mis là, dans leur carrière. Ouais. Alors, de perdre son travail pour son orientation sexuelle, ça fonctionne pas. Et ça, après ça, les gens vivent dans la honte parce que pour eux, c'est à leur faute que si ont perdu leur emploi. Parce que souvent, ils étaient mis à la porte dans le déshonneur. Là. Totalement. Parce que souvent, les gens quittent et on dit oui avec honneur, mais pas du tout dans ce cas-là. Non, c'était même barré ancien combattant, tu peux pas. Ça disait même que tu peux plus être employé du gouvernement, que tu n'étais pas sujet à être employable. Puis c'est vraiment... Non, c'était... tu partais en plus, c'était vite. C'était en 9 jours que tu étais congédié. Aïe. C'était très... Ça fait pas... Je le répète, là. On parle d'il y a 30 ans, là. C'est pas, tu sais, il y a 100 ans, c'est pas, oui, c'est le dernier siècle, mais c'est quand même 30 ans. Oui. Puis, je pose la question, je dis ça parce que tout est fragile de nos jours, hein. On acquiert des droits, mais si on fait pas attention, regarde ce qui se passe aux États-Unis, au Brésil. Fait que toi, là, qui es impliqué, j'imagine que quand tu parles de ça aux gens, ça doit t'interpeller. Bien, qu'est-ce qui m'interpelle, c'est que les gens sont pas au courant. OK? C'est un peu comme... je veux dire, c'est incroyable que les gens sont pas au courant qu'on a fait ça. C'est même après 1969 qu'on a dit qu'on a décriminalisé. Dans le fond, on décriminalisait dans le public, puis on criminalisait au fédéral, qui était la propre compagnie du gouvernement. Ça faisait pas de sens. S'il y avait vraiment un disconnect, ça marche pas. Alors, pour moi, c'était ça. Puis l'autre, c'était qu'au Québec, on n'en parlait pas. Ouais. Parce qu'il y avait encore la barrière de la langue. On voit ça comme un problème fédéral. Alors, les gens ici, on n'en parlait pas et pourtant, il y a tellement de Québécois qui ont été touchés par ça. J'en connais plusieurs. Exactement. Ouais. Puis, ils ont vraiment été touchés, traumatisés. Les gens ont abusé de ça, de cette loi-là. Ils ont amené ça à un niveau qu'on ne veut même pas y penser. Donc, il faut vraiment prendre ça en conscience qu'on a fait ça. Puis, je pense aussi ça l'a laissé des traces, qu'on se retrouve avec des inconduites sexuelles aujourd'hui. Ben, c'est pas surprenant. C'était des gens qui, justement, avaient mis ça en place avant. Donc, on doit changer cette culture-là. Puis, pour la changer, comme chez IBM, quand je travaillais chez IBM, faut que tu trouves le problème pour pouvoir le régler. Faut que tu en parles. Il nous reste à vrai 1 minute et demie. J'aimerais ça, justement, qu'on arrive à ça, parce que toi, tu es sorti de ça. Je suis certain que tu avais tes blessures. Tu t'es reconstruite. Aujourd'hui, tu gères quand même un poste important dans une grande banque où on essaie d'aider. Comment ça a influencé ton travail, ce que tu as vécu? Ça l'influence complètement. Ma carrière est basée là-dessus, sur l'inclusion et la diversité, parce qu'au travail, là, on peut être authentique. C'est la place où tu vas être performant, une place où tu vas être focusé.
que tu peux pas l'être si t'es pas toi-même, si t'es pas bien avec toi. Alors, pour moi, c'est même pas une cause qu'on devrait penser que c'est une bonne chose, quelque chose de social. Tu sais, non, je pense vraiment. Et c'est au travail que moi, ça s'est passé. C'est là que j'ai été traumatisée, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi, que c'est au travail que ça se passe, puis c'est là qu'il faut que ça change. Puis il y aura, on n'a pas beaucoup de temps, mais je rappelle qu'il y aura une stèle ou un monument qui va être érigé pour les personnes qui ont vécu la purge. Ça va être à Ottawa bientôt. Oui, et le monument, c'est offert par les gens qui ont vécu la purge à toute la communauté de LGBTQ. Donc, le monument va parler de toute notre histoire depuis les temps qu'on est arrivé ici. Ça va être à Ottawa. Ça va être très beau, d'ailleurs, près du bar de l'eau. On va pouvoir le voir de Gatineau comme de Ottawa. Oh my God, je pense que tu vas être là lorsqu'ils vont faire l'inauguration. Martine Roy, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était Martine Roy, directrice régionale au développement des affaires LGBTQ2+, à la Banque TD, également membre de ce recours collectif, La Purge. Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heureciel@outlook.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule @outlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram @dmchabotauteur. Et puis nous, on va faire une petite pause et à notre retour vers la demi, en fait à la demi de l'heure, on va parler littérature et on va parler aussi de consentement. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, deuxième partie. Eh bien, c'est cette deuxième demi-heure. Mon Dieu, je déparle. Qu'est-ce qui se passe? Mais oui, ça arrive. Alors, on parle de littérature, deux romans qui viennent d'être publiés et dont on va parler, Les Racines secondaires de Vincent Fortier et Que notre joie demeure de Kevin Lambert. Et puis, en deuxième partie de cette deuxième partie d'émission, on est dans le pléonasme aussi aujourd'hui, eh bien, c'est la chronique en toute fluidité avec Marie-Claude Joannis, notre travailleuse sociale en résidence. On va parler du consentement. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Brian Saint-Louis, bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Monsieur Chabot, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, et vous? Oui, très, très bien. On peut se tutoyer. Moi, cette émission-là, on est convivial. Ah. Alors, j'ai d'abord une question très importante. On la pose à tout le monde, puis on la repose à chaque fois qu'on leur parle. Quel pronom et quel accord utilises-tu? On y va avec le masculin et avec le « il ». D'accord. Alors, Brian, on ne te connaît pas ici chez nos auditeurs. Alors, parle-nous un peu de toi. Que fais-tu et pourquoi la littérature t'intéresse? Ben oui, je vous appelle de loin, je suis pas Montréal, je vous appelle de Québec aujourd'hui. Oui. Moi, je lis toujours, depuis toujours et depuis beaucoup, donc tout simplement, je lis des livres et j'aime s'en parler. Donc, depuis plusieurs années, je fais déjà une chronique littéraire ici à CKIA FM, qui est une radio communautaire de Québec. On fait un petit magazine littéraire avec des amis. Donc, c'était l'occasion pour moi de parler de plusieurs de mes lectures. Puis là, vous m'avez approché, tu m'as approché pour participer à l'émission et parler de certains livres qui avaient des accents un peu plus gays, un peu plus queer.
Et j'ai accepté. Donc, je vais partager mes petites chroniques lecture avec vous cette année. Ben, c'est génial. Alors, moi, j'ai donné un nom à la chronique que je vais appeler L, comme dans LGBT, mais L pour le premier lettre, donc la première lettre de notre acronyme, mais L pour lire. Alors, on va parler de 2 titres aujourd'hui. D'abord, tu nous proposes Les racines secondaires de Vincent Fortier. Ça donne bien, j'ai lu ce roman-là. Donc, mais je vais te laisser quand même nous dire qu'est-ce que raconte ce livre. Ben oui, ça va être le fun de pouvoir en parler ensemble si tu l'as lu également, parce que je suis sûr déjà que tu as aimé. Oui, tout à fait. Oui, 2e livre de Vincent Fortier, qui est un jeune auteur qui a été journaliste pendant longtemps. Il a publié en 2020 un premier roman qui s'appelait Phénomène naturel. Mm-hmm. C'est son 2e, celui-là, Les racines secondaires, qui est paru chez Delbusso éditeur. Dans ce livre-là, qu'est-ce qu'on va suivre? On va suivre l'histoire de Philippe, qui est un jeune queer, qui a donc peut-être une trentaine, il se définit lui-même comme queer, il en parle dans le livre. Et son père souffre d'Alzheimer. Et au moment où son père perd un peu la carte, il se met à l'appeler Maurice. Et là, il se demande qui est ce Maurice, parce que tout à coup, il le débaptise, il se met à l'appeler Maurice, se rend compte qu'il fait référence à son frère, donc à son oncle, qui est disparu depuis plusieurs années. C'est un oncle dont on sait peu de choses. On sait qu'il était dans la famille, mais on en sait assez peu sur lui. Puis là, il se demandé mais pourquoi on en sait peu. En fouillant dans des photos, il va trouver des photos du fameux Maurice. Et grâce à un grand personnage donc de Montréal, de la communauté, va être capable d'identifier qui est cet oncle et donc d'en apprendre un peu plus sur lui. Et Philippe, à ce moment-là, va partir dans une quête qui va le mener jusqu'en Alaska parce que son oncle Maurice, donc, après avoir grandi en région, va avoir passé plusieurs années à Montréal, va finalement avoir décidé de déménager, de fuir, entre guillemets, en Alaska, où il va refaire sa vie dans une espèce de communauté queer inclusive et tout, très avant-gardiste. Oui, ben oui, avant son temps, parce que il me semble que c'est le genre de trucs qu'on verrait plus de nos jours, mais bon, peut-être que je ne l'ai pas vécu à mon époque, là, mais quand même. Ben, faut croire qu'en Alaska, il y en avait. C'était possible. Oui. Et donc, écoute, ils ont Sarah Palin en Alberta, en Alaska, ils peuvent avoir des communes, c'est clair. Ouais. Oui, alors tout est possible en Alaska. Et là, ben c'est ça, il va avoir passé les dernières années de sa vie là, et Philippe va faire une espèce de pèlerinage pour aller un peu à la rencontre métaphorique de son oncle disparu. Il va avoir aussi mis la main sur des écrits de son oncle. Et donc, le livre, c'est un peu est écrit à 2 voix, donc il y a des passages qui sont écrits par Maurice, alors qu'il est dans les années 80, qu'il découvre Montréal, qu'il découvre la vie gay, qu'il découvre aussi qui il est. Et Philippe répond à ces écrits-là, raconte son voyage, explique un peu comment il vit cette rencontre-là qui n'était pas passée, mais il part donc à la recherche de son oncle. Donc ça donne une œuvre vraiment très touchante, justement, parce que Philippe, on sent qu'il aurait aimé avoir connu cet oncle, qu'il aurait aimé pouvoir discuter, échanger avec lui. Donc, il y a vraiment un côté vraiment très touchant là, dans cette rencontre-là qui n'a finalement pas lieu. Il apprend à découvrir des pans de l'histoire de sa famille. Il y a beaucoup de réflexions justement sur la famille, l'amitié. On en parle souvent dans les communautés, justement. Les amis, c'est cette famille que l'on choisit par rapport à la famille que l'on a vraiment. Il y a ce côté-là dans l'histoire. Puis on voit aussi l'évolution entre les années 80 et aussi les années plus récentes, là, donc les années 2020. On voit la différence entre l'acceptation de la famille. L'oncle Maurice, lui, on dirait qu'il n'a pas eu le choix de quitter complètement sa famille, de couper les liens. Le pont ne se faisait pas, les gens ne le comprenaient pas. Donc, il a vécu sa vie à Montréal, tout simplement. Puis aussi un petit moment où on parle aussi de la vie gay à Montréal, mais vraiment avant, là, dans les années 50, les années 60. C'est un petit passage très intéressant. Bon, on l'effleure, mais c'est de voir justement ce côté-là. Donc, ça donne une histoire, justement, très sensible, mais l'histoire avec un grand H est très présente, puis ça, c'est vraiment ce qui rend ça encore plus intéressant. Et je sens que c'est le bout, toi, qui t'a probablement intéressé. Oui, moi, c'est le bout moi, ça m'a impressionné. J'ai reconnu le journaliste tout de suite dans ce style-là, parce que je voyais vraiment que la recherche avait été faite. Là, tu sais, je fais toujours attention, il a fait ses recherches, mais on s'entend, il a fait ses vraies recherches. Là. Oui. Il a fait ses devoirs, puis je me suis reconnu quand il parlait de
la vie des années 80. Ben, écoute, moi, j'ai l'âge d'avoir vécu à cette époque-là. J'étais très jeune, mais quand même. Moi, vraiment, ça m'a plu et c'est une fort jolie plume. C'est très bien écrit. Oui, c'est ça, il l'a dit à la fin qu'il est allé consulter les archives gays, justement, où il revient sur des événements, des dates importantes, des lieux. Moi, j'étais à Québec, donc ces bars-là de Montréal qui peuplaient les années 80, je les connais pas non plus, mais de voir un livre qui parle justement de ça, c'est une histoire avec un grand H qui est intéressante. Il s'est passé des choses. Et c'est bien de se rappeler, justement, juste ton invité, Mme Roy, qui était là il y a quelques minutes, on se rend compte que parfois le passé qui nous semble si loin est pas si loin que ça. Les luttes sont encore à faire, sont encore importantes et parfois les gens ont tendance à un peu oublier comment c'était il n'y a pas si longtemps. Oui. Donc c'est bien de voir par quoi Maurice et ses amis sont passés. Il y a des histoires de descente là-dedans, des arrestations arbitraires, des policiers violents. Oui. On a de la misère à croire que c'était ça au Québec au début des années 80. Après les Jeux olympiques, quand le maire voulait nettoyer la ville, il y a vraiment des passages, on se dit, mon Dieu, c'est impossible, et pourtant, c'est le cas. Mais tout ça est écrit, comme justement je disais, avec beaucoup de sensibilité. L'histoire est bonne et on se fait pas, on n'est pas assommé justement par toute cette histoire-là, mais c'est très intéressant. J'ai trouvé ça très beau, très touchant, vraiment à découvrir ce deuxième livre de Vincent Fortier. Puis je vais juste ajouter une petite note, là, mais nos acquis, c'est toujours fragile. Puis on le voit aux États-Unis, puis on le voit au Brésil, puis on le voit ailleurs. Alors souvent, de se rappeler de ce qui s'est passé. Donc, dans une histoire romancée, d'accord, mais ça aide beaucoup. Je rappelle donc Les Racines secondaires de Vincent Fortier chez Del Busso Éditeur. Il nous reste à peu près 3 minutes pour parler quand même d'un auteur qui est très connu, qu'on aime beaucoup, qui est le chouchou de beaucoup de journalistes. Je parle donc de Kevin Lambert, qui vient de publier Que notre joie demeure. C'est un petit peu moins queer que les autres titres, parce que j'ai lu les autres titres, pas celui-ci. Qu'est-ce que ça raconte, ce livre? Ben c'est ça, Kevin Lambert, qui est vraiment le chouchou des médias, comme on vient de dire. Il a gagné plusieurs prix, il a eu énormément de visibilité. 2 romans, Tu aimeras ce que tu as aimé et Querelle de Robert Val, qui ont eu beaucoup, beaucoup de succès, que j'avais lus. Moi, mais honnêtement, pour être très honnête, par contre, je n'étais pas tombé en amour avec la plume de Kevin Lambert. Même si je lui accorde beaucoup de qualité littéraire, le propos était intéressant, il y avait quelque chose de très différent, mais c'était pas vraiment mon genre. Mais je trouvais important d'en parler aujourd'hui parce que justement, il y a peut-être des gens qui étaient dans ma catégorie. Si vous l'aimiez déjà, vous allez le lire, ce nouveau roman. Si vous avez eu certaines réserves, parce qu'il y avait quand même dans ces romans beaucoup de violence, il y avait... Querelle de Robert Val, c'est quelque chose. Oui, oui. Une scène de pornographie. De cannibalisme, oui. Oui, l'apocalypse au Saguenay, on remettait très farouchement en question le masculinisme. Là, on est complètement ailleurs, autant dans le propos. On est quand même dans la critique sociale très intense, mais l'écriture est très différente, inspirée beaucoup de Marcel Proust, de Marie-Claire Blais. Le rythme est différent, le propos est sociologique. On suit l'histoire d'une grande architecte de Montréal qui est critiquée pour un projet qu'elle fait. On parle des gens riches qui ont beaucoup trop d'argent, beaucoup trop de pouvoir, qui ne se remettent pas assez en question. Il y a des personnages queer encore, mais ils ne sont pas au centre de l'histoire. Vraiment complètement différent. On sent que c'est un auteur qui mature beaucoup. Si vous aviez eu des réserves pour ces 2 premiers, je vous encourage à lire celui-là. C'est vraiment... En tout cas, moi, je trouve ça excellent. C'est vraiment une critique sociale très pertinente. Il y a encore de la jeunesse un peu dans l'écriture, ça et là, dans certaines critiques par rapport au Québec, mais vraiment, on comprend peut-être justement un peu plus l'intérêt qu'il suscite avec ce 3e roman-là. Moi, je trouve qu'il fait une grande avancée dans son écriture pour ce livre-là. Donc, je rappelle que Notre joie demeure de Kevin Lambert aux éditions Héliotrope. On surveille quoi? On a encore peut-être une trentaine de secondes pour les prochaines chroniques. Est-ce qu'il y a d'autres livres sur ton radar? On parle des éditions Héliotrope, justement. Il y a d'autres livres queer qui sont parus dans leur collection cette année. Vraiment une généreuse rentrée de leur part. Je dois trier un peu tout ça encore, là, mes prochaines chroniques, mais il y aura entre autres le prochain livre de Kim Fu dont je vais vous parler et un autre auteur dont j'ai oublié le livre, mais qui nous a publié un roman autour d'une drag queen, ça s'appelle Candy. Ça a l'air très intéressant, donc je vous parlerai de ça très prochainement. On a bien hâte de t'entendre à nouveau. Merci beaucoup, Brian Saint-Louis à Québec.
Merci beaucoup, M. Chabot. À bientôt. À bientôt. Alors nous, on s'en va en musique à nouveau avec Julie Curley. Vous allez reconnaître la musique thème de notre émission parce que c'est une chanson qu'elle a composée qui s'appelle « Comme un zèbre dans le désert ». Ne sont plus très clairs. J'ai un besoin vital de me rafraîchir les idées, donner à mon corps tout ce qu'il m'a demandé. Je suis un original qui se démarque, qui laisse sa trace, mais ici personne n'est là pour le constater. Sans aucune prétention, on ne peut m'ignorer, mais avec trop d'ambition, on finit tous par se faire fourrer. Comme un zèbre dans le désert, je cherche mes repères. Il y a longtemps que mes pensées ne sont plus très claires. J'ai la raison de raisonner, mes envies, mes passions, veulent être comblées au détriment de Freud. Freud et ses leçons. Quand j'ai envie de partir, j'écoute mes passions. Regardez où elles m'ont mené, mais est-ce que jour je vais m'en sortir? Comme un zèbre dans le désert, je cherche mes repères. Il y a longtemps que mes pensées ne sont plus très claires. Devant mes yeux du sable si fin, dans ma tête une route sans fin. Devant mes yeux du sable si fin, dans ma tête une route sans fin. La soif sera ma pénitence, tandis que l'eau ce péché ardemment désiré, dont je ne pourrai me passer. S'il vous plaît, quelqu'un m'aider. Voilà où tout cela m'aura mené. L'originalité de ma différence me fait mourir dans l'indifférence. Comme un zèbre dans le désert, je cherche mes repères. Il y a longtemps que mes pensées ne sont plus très claires. Elles ne sont plus très claires. Dans le désert, nos âmes me rassoiffées. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Là, maintenant, vous l'avez entendu, la chanson, vous savez d'où ça vient, ce beau thème musical. Merci beaucoup encore à Julie Curley qui a composé cette chanson et qui nous offre gracieusement les droits de diffusion pour qu'on puisse utiliser donc la musique comme thème de l'émission. Ça fait qu'on l'apprécie beaucoup. Et c'est le moment donc de notre chronique en toute fluidité. Marie-Claude Johannis, comment ça va? Ça va très bien. Alors, j'ai dit tout à l'heure que tu étais devenue notre travailleuse sociale en résidence à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Dans toutes les résidences où le besoin est, je serai. Bon, écoute, quand je serai en résidence, tu pourras venir m'aider aussi. Je répète parce que je vérifie toujours à chaque entrevue. Est-ce qu'on utilise toujours les pronoms « elle » et les accords féminins, Marie-Claude? Oui, s'il te plaît. D'accord. Alors, on va parler de consentement aujourd'hui. Imaginez-vous, le consentement, c'est quand même pas rien. D'abord, non, ça commence bien. Marie-Claude, parle-moi donc des statistiques, parce qu'on va commencer par les agressions sexuelles qui vont nous amener à comprendre c'est quoi le consentement. Alors, commençons par les... Effectivement, parce qu'on parle de consentement aux pratiques sexuelles. Mm-hmm. Donc, j'ai des statistiques qui donnent un peu froid dans le dos, mais je peux vous dire que dans ma pratique, ces statistiques-là se reflètent. Donc, on parle d'une personne sur 3 qui est assignée femme à la naissance, qui est victime d'agression sexuelle dans sa vie. On parle d'une personne sur 6 assignée homme à la naissance, qui est aussi victime d'agression sexuelle. Et quand on tombe dans la communauté de LGBTQIA+, les chiffres deviennent effarants.
Donc, on ajoute à ces chiffres-là qu'il y a 3 fois plus de personnes homosexuelles qui vont vivre des agressions sexuelles et 9 fois plus que ces chiffres-là qui sont déjà énormes pour les personnes trans. Puis ça vient quand même... Ça, ouais. de 2019, donc c'est une étude qui est très récente. Oui, on parle de l'étude par Michel Doré et j'ai pas le prénom de... Réservé. Oui. Donc, c'est quand même des gens qui savent ce qu'ils font, là. C'est pas des chiffres tirés de nulle part. Cela dit, donc, il y a des mythes quand on parle d'agression sexuelle. Alors, peut-être un des plus grands mythes, il y a un chiffre que j'ai pas donné, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont victimes d'agression sexuelle dans leur couple. OK, alors ça serait une personne sur 7, ce qui est quand même énorme également. Et il y a toujours le mythe que quand on est victime d'agression sexuelle, c'est une personne qu'on connaît peu ou pas. On a souvent l'image dans une ruelle, etc. Alors que c'est dans 96,8% des cas, c'est une personne qu'on connaît très bien. Et même souvent une personne qu'on aime, pour qui on a de l'affection. Donc là, on est complètement dans un autre théorème, là. Wow. Puis les personnes assignées hommes, ça aussi, là, ça joue là, dans les mythes, là. Mais en fait, il y a d'autres mythes, là, comme par exemple que les hommes auraient toujours envie d'avoir des relations sexuelles, qu'on ne pourrait pas agresser un homme parce qu'un homme, s'il y a une érection, c'est que nécessairement ils ont envie. Bon, là, on sous-entend que l'homme, quand il y a une agression sexuelle, aurait eu une érection. Alors, on sait que c'est souvent pas le cas, et que même si c'était le cas, ça ne veut pas dire que la personne était consentante des agressions qu'elle a subies ou des pratiques sexuelles qu'on lui a imposées. Il y a aussi le mythe qui dirait qu'à un moment donné, qu'il y a un point de non-retour quand on est rendu à un certain niveau d'excitation sexuelle, qu'il faudrait que notre partenaire assume qu'il nous a excités, donc il faut qu'il aille jusqu'au bout parce qu'on peut pas... c'est irréversible. Donc, il y a toutes sortes de mythes comme ça, là, que quand on est en couple, il faut satisfaire sexuellement son partenaire ou sa partenaire. Donc, ou que les couples vont faire l'amour très souvent et quand on doit, quand on est en couple, là, s'assujettir à une fréquence X, Y ou Z. Donc, évidemment que quand on est sous l'effet de l'alcool ou de la drogue, qu'on serait moins responsable ou que, etc. Donc, on sait que ça, c'est des propos là, qui vont être rapportés dans des procès, entre autres, pour agression sexuelle et qui sont tout à fait non légitimes. Bon, on va commencer une nouvelle mythologie, la mythologie sexuelle, c'est le cas de dire. Non, sérieusement, je fais des blagues parce que je veux un petit peu alléger le propos, mais on s'entend que c'est très sérieux ici. Écoute, Marie-Claude, il y a des contextes où surviennent ces agressions-là, lesquels? Bien, en fait, on parle, le chiffre est très important. On dit que 96,8% des agresseurs, des personnes qui agressent, sont des personnes très proches de nous. Alors, nécessairement, les situations où ça arrive, donc, c'est des situations de la vie plutôt quotidienne, donc dans le couple, comme j'ai nommé tantôt. Puis sinon, ça va être beaucoup chez les étudiants, c'est quand même très fréquent, donc dans des parties d'amis, dans les parties de vie étudiante, dans les activités sociales, dans les milieux de travail, les milieux scolaires. Donc, et là, quand on parle de la communauté EDS, LGBTQIA+, il y a aussi, parce qu'ils sont plus sujets à des agressions qui vont être transphobes et homophobes. Donc, des agressions sexuelles qui vont être faites sous le couvert, dans le fond, d'agressions homophobes, mais c'est des agressions qui sont très tordues, parce que ça va être, on va agresser sexuellement ces personnes-là, donc on va en tirer un plaisir ou un pouvoir sexuel alors qu'on réprimande, dans le fond, ces pratiques sexuelles-là. Donc, tu vois qu'on est dans un univers vraiment triste et vraiment où les gens ont très grand besoin d'aide de façon urgente. C'est vraiment tordu, mais c'est ça la réalité. Ça en fait partie. Ouais. Ce n'est pas la seule réalité, mais ça en fait partie. Puis c'est pour ça que c'est si important d'en parler, même si c'est des sujets qui sont un peu difficiles. Les chiffres sont tellement effarants. Puis comme je vous dis, on le voit dans la pratique également. Donc, il faut en parler et en parler encore. On n'en parlera jamais trop. Ben, je suis d'accord avec ça. Puis cette émission-ci, on va le faire. C'est pas la première, c'est peut-être la première fois qu'on en parle, mais on va continuer d'en parler. Marie-Claude, qu'est-ce qu'on peut faire là, pour contrer tout ça? Là? C'est quoi qu'on peut avoir comme facteur de protection? Ben là, il faut s'éduquer au consentement et tout le monde, et se le répéter à nous-mêmes, parce qu'on a toute une éducation, on a tous été dans un moule, les vidéos qu'on voit, les vidéoclips, tout ce qui nous entoure, les jokes, etc. C'est tous des éléments qui nous construisent, qui construisent un consentement. Fait qu'il faut toujours se ramener aux bases de c'est quoi le consentement.
Donc, le consentement, là, il est toujours réversible. Alors ça veut dire que je peux avoir embrassé, je peux avoir commencé du sexe oral, je peux être complètement nue et à un moment donné dire « Ah, non, je n'ai plus envie » ou « Je n'ai pas envie de cette pratique-là », même si tantôt, je t'ai chuchoté à l'oreille que j'avais envie de ça. OK? Donc, c'est réversible, Oui. en tout temps. Ben là, je t'interromps parce qu'en début d'émission, je l'ai fait à la blague, mais c'était pas une blague. Quand j'ai dit qu'à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, le consentement, là, on le valide, on le vérifie, on le contre-vérifie, on le re-revérifie. Et c'est vrai, c'est comme ça que ça doit se passer. Exactement. Et ça doit être un consentement qui est enthousiaste. OK? Donc, c'est pas seulement oui pour faire plaisir ou oui, parce que ce qu'on voit dans les couples, par exemple, dans la violence sexuelle dans les couples, ça va être une insistance qui va être énorme. OK? Le partenaire sexuel va insister, puis la personne va finir par céder. OK? Donc, ça, c'est pas un consentement enthousiaste. Non. OK? On s'entend là-dessus. Donc, la sexualité doit être associée à du plaisir. Hein? Donc, alors, le consentement, c'est important qu'il soit heureux. Soit vraiment consenti avec un grand oui. Donc ça, c'est important. Et aussi, il faut savoir dans quoi on s'embarque. Okay? Par exemple, je dis, moi, j'ai envie d'avoir du sexe anal avec toi. Ben là, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement? Donc, tu sais, est-ce que tu me pénétrer rapidement? Est-ce qu'on met un lubrifiant? Est-ce qu'on met un condom? Est-ce que, tu sais, dans quelle position? C'est tout ça qui doit être discuté pour que je puisse prendre une vraie décision. Alors, si je consens à avoir une pratique anale puis que je suis pénétrée très rapidement ou sans condom, ça se peut que ça ne soit pas à ce à quoi je m'attendais. Donc, ça, c'est vraiment important d'en discuter. Puis, dans le fond, c'est essentiel. Moi, je dis toujours, si on n'est pas à l'aise de discuter avec la personne vraiment des pratiques sexuelles, de ce qu'on va vivre ensemble, je ne sais pas jusqu'à quel point on est à l'aise de vivre cette pratique-là sexuelle avec la personne. T'sais, parce que ça prend une certaine forme d'intimité, puis d'en parler, parce que c'est de le vivre. Hein. C'est même, ça peut servir aussi à alimenter, dans le fond, parce que les mots, les paroles, l'intimité, ça fait partie de la relation sexuelle. Tout à fait. Puis il y a d'autres choses aussi qu'on doit savoir quand on sort avec des amis, quand on s'en va faire le party. Il y a des choses qu'il faut garder en tête. C'est sûr que, donc, moi, c'est sûr ce qu'on recommande, hein, c'est d'avoir le plus possible quand on sort avec des amis, surtout quand on est dans un contexte de consommation, que ce soit d'alcool ou de drogue. Il y a aussi la consommation de drogue sexualisée. Donc, l'idée, c'est pas de moraliser les gens, c'est juste vraiment d'essayer de garder idéalement toujours une des personnes dans notre groupe qui a la tête froide. Oui. Donc, une personne qui, souvent, ça va être le chauffeur désigné aussi, mais une personne qui va garder la tête froide puis qui va être capable de faire mon ami, présentement, n'est pas dans son état normal. Je suis pas certaine que normalement, mon ami ne partirait pas avec cette personne-là dormir chez elle ou autre. Je vais la retenir. Je vais lui dire, écoute, prends son numéro de téléphone, rappelez-vous demain. Ça va être aussi agréable demain de vous voir que ce soir. Ce soir, je pense que c'est pas ce que tu souhaitais au départ, par exemple. Okay? Oui. Donc, vous s'assurez que la personne va être bien hydratée ou on peut parler aussi de la drogue du viol dans certains cas. Donc, une personne qui va être en mesure de voir comment la situation évolue ou que l'ami est parti un peu plus longtemps que prévu ou des choses comme ça. Donc, il faut vraiment être là pour ses amis. Marie-Claude, il y a quand même des outils intéressants qu'on pourrait consulter. Allons-y, on a à peu près une minute pour en parler. Bien, heureusement, là, avec le mouvement #moi aussi et tous ces mouvements-là, il y a des beaux outils qui sont sortis. Alors moi, j'adore la tasse de thé. En plus, c'est Bernard Leroy. Oui. C'est un outil qui parle là, qui fait le parallèle entre la tasse de thé et le consentement sexuel. Et c'est magique parce qu'en plus, c'est non-genré parce que c'est des petits bonhommes allumettes. Donc, c'est un outil fantastique que vous pouvez retrouver sur le site de l'UQAM. Je t'interromps. Consentement, tasse de thé. Oui, tu fais ça. Je sais pour dire tv.uqam.ca consentement, mais on fait juste tasse de thé UQAM, puis on va le trouver sur les internets. Exactement. J'ai trouvé aussi Éducalois qui a fait 3 vidéos vraiment pour la communauté de LGBTQIA+, sur le consentement, les démarches qu'on peut faire aussi en tant que personne de la communauté là, quand on est victime d'agression sexuelle, les recours. Et je rappelle aussi qu'il y a SOS Violence Conjugale qui est gratuit, qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et les gens sont vraiment de SOS Violence Conjugale. C'est autant pour la personne qui pense avoir brisé le consentement d'une personne qu'une personne qui serait victime. Donc maintenant, ils sont ouverts pour les deux. Ils sont très ouverts.
sont très accueillants, sans jugement, et sont pas moralisateurs non plus. Donc, c'est une ligne qu'on peut appeler en tout temps pour dire je vis ça dans mon couple, ou j'ai vécu ça avec mon ami, ou est-ce que c'est normal que je me sente pas bien? Cette personne-là me dit non, tout le monde fait ça, voyons. Mais moi, il y a quelque chose en dedans de moi qui est pas bien. Là. On doit arrêter ici. Marie-Claude Joannis, qu'on rappelle, qui est notre travailleuse sociale en résidence. Merci beaucoup, Marie-Claude. Au plaisir, bye. Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heureciel@outlook.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule @outlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram @dmchabot-auteur. Merci Hélène Denis. Alors, c'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève pour ce lundi 17 octobre. Merci à nos invités, Philippe Schnob, Martine Roy, Brian Saint-Louis et Marie-Claude Joannis. Merci à l'équipe, France Dauphin à la recherche, Maurice Bolduc à la mise en onde, Julie Curley pour la musique thème, et puis à toute l'équipe de Canal M. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. Même heure, même poste.